quel était l'environnement sécuritaire en 2011 et 2012? L'existence de nombreux groupes armés, l'occupation illégale d'espaces publics, privés ou communautaires, la réticence d'ex-combattants de tous bords à démobiliser et une cohabitation difficile entre communautés et ex-combattants. Je voudrais, pour certains, souvenez-vous ce qu'était Abidjan et nos grandes villes en 2011. Voilà ce que c'était. Oui. Alors, quelle a été la réponse du gouvernement? D'abord, premièrement, ça a été mentionné, la création du Conseil national de sécurité en août 2012, la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, dont le volet DDR, et tout ça avec pour objectif de réduire le risque de violence armée et assurer la sécurité. Concernant principalement le DDR, en 2012, le contexte était favorable. Favorable par rapport à ce qu'il avait été entre 2003 et 2011. D'abord, une volonté politique affirmée au plus haut niveau, l'existence d'une lettre de politique nationale DDR, la création d'une autorité unique en charge du DDR, particulièrement donc la DDR, créée en août 2012. Il y a également une série d'initiatives visant la réconciliation et la cohésion sociale, un processus RSS en cours et une économie en forte croissance. Donc véritablement, le climat était et l'environnement était plus favorable, disons-le, au processus DDR. Les missions de la DDR, c'est l'orientation, la coordination, la supervision et l'exécution des actions classiques du DDR, donc le désarmement, la démobilisation, la réinsertion, la réintégration socio-économique, la réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil. Alors, pour atteindre ou pour réaliser nos actions, la DDR a mis en place un cadre de coordination avec les partenaires nationaux et internationaux pour élaborer des stratégies et des modes opératoires thématiques, notamment en matière de sensibilisation, communication, de rapatriement, désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration, réhabilitation communautaire et cohésion sociale. Tout cela a permis l'élaboration d'un programme DDR couvrant la période 2012-2015, de façon consensuelle avec nos partenaires. Il y a également eu l'établissement d'un certain nombre de partenariats et la signature de conventions pour permettre la mobilisation de ressources techniques et financières, faciliter la mise en œuvre des activités du DDR et faciliter le suivi et la pérennisation des actions. Qui est ex-combattant? Selon la lettre de politique nationale, l'ex-combattant, c'est tout individu des deux sexes, de plus de 18 ans, ayant pris part au combat consécutif aux événements de septembre 2002 et ou à la crise post-électorale de décembre 2010, en tant que membre d'un groupe de combat reconnu par l'autorité administrative de tutelle et qui doit retourner à la vie civile. Cette définition est importante parce qu'elle permet de cerner l'ex-combattant et de préciser la cible de la DDR. Pour démarrer nos activités, le ministre en a parlé, il est important d'avoir une base de données. Nous avons utilisé la base de données qui avait été réalisée par le PNRC et qui était constituée de 109 776 ex-combattants. De cette base de données, nous avons procédé à une mise à jour. Une mise à jour en retirant les doublons, en retirant les non-éligibles, en retirant les personnes intégrées dans l'armée, déjà intégrées dans l'armée, en retirant les personnes auto-réintégrées et en prenant en compte les omis. Ce qui a permis de retirer de cette base de données initiale 35 708 ex-combattants. Base de données, travaux que nous avons présentés au Conseil national de sécurité le 18 novembre 2013 et qui a été validé à cette date-là. Et donc nous avons, depuis la date 18 novembre 2013, un effectif de planification de 74 068 ex-combattants. Lorsqu'on regarde cette base de données,
On constate qu'il y a une représentation équilibrée des principaux groupes. Les GAFRCI, donc les jeunes associés FRCI, les jeunes associés FRCI, les ex-FAFN, qui étaient les combattants des forces nouvelles, les ex-GAD, donc les ex-combattants du groupe d'autodéfense. Et nous voyons que globalement, ça tourne entre 33 et 35%. Donc, dirons une représentation équilibrée dans cette base de données. Cette base de données est constituée pour chaque individu d'une fiche qui se présente ainsi, pour chaque individu. Donc c'est une base biométrique. Il y a l'état civil, des éléments sur sa santé et des éléments sur les attentes ou les espoirs de réintégration, les secteurs dans lesquels l'ex-combattant souhaiterait se réintégrer. Il est important de noter que la base de données donc, comprend donc, la photo et les empreintes digitales en particulier et des informations sur sa famille. Le profil de l'ex-combattant. On constate un nombre relativement important de femmes, surtout quand on compare avec les autres processus DDR dans le monde. Nous avons ici dans notre base de données 8% de femmes, ce qui est relativement important. Continue. Le niveau d'instruction. 60% des ex-combattants ont un niveau d'instruction faible. Ça également, c'est une caractéristique importante qu'il faut retenir, notamment en ce qui concerne la stratégie de réinsertion et réintégration. Le nombre d'enfants. L'ex-combattant dans notre base de données a environ en moyenne 3 enfants. Là également, vous noterez que le nombre moyen d'enfants par ex-combattant est relativement élevé. Par ailleurs, l'ex-combattant en Côte d'Ivoire, il y a une proportion importante d'ex-combattants âgés. On notera que 47%, près de 50% des ex-combattants ont plus de 35 ans. Tout cela est important parce que ça définit un peu, ça nous permet de définir le processus ou les stratégies de réinsertion. Et nous avons appris un certain nombre de leçons. Je voudrais suggérer que les processus qui se mettent en place, il est suggéré que le profilage des ex-combattants commence le plus tôt possible pour minimiser plus tard les risques de fraude et de contestation. Important d'établir un profilage qui tienne compte des données biométriques. Chaque fois que c'est possible, d'insérer les photos, les empreintes digitales, la reconnaissance faciale même si c'est possible. Parce que je peux vous dire qu'au quotidien, nous sommes confrontés à des tentatives de fraude dans le système. Il est important également que dans le profilage, des questions soient posées aux ex-combattants pour déterminer le type d'activité souhaitée ou le type d'activité exercée. Ça permet d'orienter la stratégie RR, comme je l'ai dit, donc de réinsertion-réintégration, en tenant compte du profil socio-économique de l'ex-combattant. En Côte d'Ivoire, par exemple, lorsqu'on regarde notre base de données, sur la base des caractéristiques que je viens de mentionner, on note que l'ex-combattant est relativement âgé, il est peu instruit, il a en moyenne 3 enfants, et sa préoccupation essentielle, c'est de prendre en charge ou de s'occuper de sa famille. Donc, des programmes de formation diplômante, ça ne l'intéresse pas. Des programmes de formation même qualifiantes qui vont au-delà d'un certain nombre de mois, ça ne l'intéresse pas parce qu'il a des préoccupations immédiates. Il travaille généralement. On constate que dans notre base de données, le processus, la crise est longue, a été longue. On parle de 2002. Ce sont des gens qui ont eu le temps de s'insérer, d'avoir une activité économique. Et principalement à cause du fait que leur niveau d'éducation est relativement faible, ce sont des gens qui sont déjà dans l'auto-emploi. Et ça également, c'est important de le noter. Alors, nos modes opératoires, je vous ai dit, nous appellent et demandent que nous-mêmes allions chercher l'arme chez eux ou dans un endroit précis. Donc là, le plus souvent, ce n'est pas planifié. Il se déroule dans des structures d'accueil non permanentes ou ad hoc et nécessite le déplacement d'équipes mobiles. Et enfin, le désarmement communautaire.
qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons noté que depuis un certain temps, les ex-combattants viennent à nous sans armes. Ils nous disent qu'on a déjà été désarmé, on n'a pas d'armes, ou l'arme appartient à la communauté. Deuxième constat, c'est qu'on a noté, à travers nos missions de sensibilisation, que dans certaines zones, il y a des armes, mais qui sont détenues par la communauté. Pas par l'individu, par la communauté. Extraire ces armes-là nécessite des négociations avec la communauté, pas avec l'individu. Donc du coup, nous avons, avec les partenaires, donc l'ONUCI, la COMNAT et autres, nous avons conçu et mis en place un mode opératoire de désarmement communautaire. Il s'agit là, ce n'est pas nouveau, mais nous l'avons introduit parce que ce n'était pas dans le mode opératoire classique. Il s'agit là d'inciter les communautés d'accueil des ex-combattants au dépôt des armes et explosifs en appliquant les 18 261 armements, donc fusils plus explosifs, qui ont été collectés par la DDR. 71% des fusils sont fonctionnels. Les autres acteurs, donc les FRCI et l'ONUCI, ce qui concerne les FRCI, il y a eu un processus de marquage des armes, et à cet égard, je voudrais saluer et féliciter le général Soumoro qui est ici avec nous, qui nous a aidé énormément avec son équipe, parce qu'il y a eu un processus de marquage des armes sur tous les sites militaires sur l'ensemble du territoire. Ce processus demeurant continu. Et le marquage des armes a permis d'identifier 7388 armes qui ont été donc marquées. Et l'ONUCI, qui détient 2763 armes et 195 roquettes, pour un total de 2958 armements. Ces armements sont en possession de l'ONUCI. Ce ne sont pas en possession de la DDR. Nous avons fait le décompte avec eux. Donc pour un total donc, des armements de 28 607 armements. La DDR a collecté également 819 192 munitions. De petits calibres, je voudrais dire. Nous avions convenu avec nos partenaires sur un mode opératoire accepté que 200 munitions correspondraient à une arme. Donc, c'était un protocole, une modalité signée par nous-mêmes, l'ONUCI et la FRC. Et donc, revenir là. Et donc, sur la base de cette correspondance, les munitions collectées sont évaluées à 3900 armes. Parce qu'il faudrait dire, je vais vous signaler que certains ex-combattants viennent avec des sacs de munitions. Et donc, en tenant compte, rien de surprenant. Ensuite, l'administration publique. Là, c'est un peu de l'offre, puisque le Conseil national de sécurité a mis à la disposition de la DDR un certain nombre de postes de fonction publique, et ces postes ont été complets pour ceux qui ont été déjà réintégrés à concurrence de 17%. Le secteur de prédominance après cela, c'est l'agropastoral, élevage et agriculture, 16%. Je voudrais par contre, nous a donné l'opportunité d'accélérer un peu ce processus. Et donc, à travers cette opportunité-là, un décret a été pris pour créer le corps des pompiers civils. Et les premiers éléments de ce corps-là ont été donc les ex-combattants qui ont été formés avec la participation et la contribution fort appréciée de l'ONUCI à Boaké, et ils sont au nombre de 1500. Continue. Vers une réintégration durable. Je l'ai dit tout à l'heure que j'allais revenir sur le tableau de réinsertion. La réintégration, notre objectif, c'est qu'elle soit durable. Mais pour qu'elle soit durable, l'ex-combattant doit être accepté par la communauté. Or, aujourd'hui, on constate que est-ce que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs? Parce que bon, on montre tout ça. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Qu'est-ce que nous faisons? C'est une question. Le ministre a parlé de l'indice de sécurité. Je ne veux pas faire de l'attribution ici parce que ce n'est pas le propos. Est-ce que c'est la DDR qui a contribué à ça? Ce n'est pas ça le propos. Partenaire, sur la base de ce qui a été fait, qui reste à consolider, qu'on doit pérenniser, qu'on puisse s'asseoir et peut-être préparer une feuille de route pour répondre aux défis que nous avons soulevés et préparer l'après-DDR. Je vous remercie de votre attention.